Il marche dans les jardins de Versailles au lever du soleil. 3 enfants vêtus comme des princes. Mais personne ne doit les voir. Personne ne doit prononcer leur nom. Parce que ces enfants sont les fils et les filles du roi Soleil. Et ils n'ont pas le droit d'exister. Louis XIV, l'homme le plus puissant d'Europe, le monarque absolu, qui a bâti Versailles et conquis le continent, a engendré au moins 14 enfants illégitimes. Certains sont morts dans l'ombre. D'autres ont été légitimés, mariés à des princes du sang, et leurs descendants ont régné sur l'Europe. Mais pendant des siècles, cette vérité a été cachée, effacée, interdite. Pourquoi le roi a-t-il choisi de sauver certains de ses enfants et d'en abandonner d'autres? Comment ces bâtards royaux sont-ils devenus des princes et des princesses? Et surtout, pourquoi cette histoire a-t-elle été enterrée si longtemps? Parce qu'elle révèle quelque chose que personne ne devait savoir, une faille dans la grandeur du roi Soleil, un secret qui a failli faire exploser la monarchie française. Ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Louis XIV. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez les grandes histoires cachées de France, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle des vérités oubliées que personne d'autre ne raconte. Versailles, octobre 1683. Versailles, octobre 1683. L'aube se lève à peine sur les jardins du château. Une brume légère flotte au-dessus des bassins. Les fontaines ne coulent pas encore. Le silence est presque total. Dans ce décor de rêve, une scène étrange se déroule, loin des regards de la cour. Un homme marche lentement le long d'une allée bordée de statues. Il porte un juste-au-corps sombre brodé d'or. Sa perruque impeccable cascade sur ses épaules. C'est Louis XIV, le roi Soleil, le monarque le plus puissant d'Europe. À ses côtés, une femme élégante, vêtue d'une robe de soie bleue. Ce n'est pas la reine Marie-Thérèse, c'est Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, sa maîtresse officielle. Mais ce matin-là, ils ne sont pas seuls. 3 enfants les accompagnent. Un garçon d'environ 10 ans qui boite légèrement, une fillette de 8 ans aux boucles blondes, un autre garçon, plus jeune, qui court entre les statues. Ces enfants portent des vêtements princiers, leurs manières sont impeccables. Pourtant, aucun courtisan ne les connaît officiellement. Aucun registre public ne mentionne leur existence. Les gardes postés aux entrées du parc détournent le regard. Ils ont reçu des ordres stricts. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Ces enfants sont un secret d'État, un secret que tout Versailles connaît, mais que personne n'ose évoquer à voix haute, parce que ces 3 enfants, et plusieurs autres avant eux, sont les fils et les filles illégitimes du roi de France, des bâtards royaux, nés hors mariage, fruits de liaisons adultères qui violent toutes les lois divines et humaines de l'époque. Dans la France du XVIIe siècle, l'adultère est un péché mortel. Pour un roi, engendrer des bâtards est une faute morale grave. Et pourtant, Louis XIV l'a fait, encore et encore. Comment en est-on arrivé là? Comment le monarque absolu, celui qui incarne la grandeur de la France, celui qui a déclaré un jour « l'État, c'est moi », a-t-il pu engendrer au moins 14 enfants illégitimes? Et surtout, pourquoi cette vérité a-t-elle été si longtemps cachée, effacée, interdite? Pour comprendre, il faut remonter 23 ans en arrière. En 1660, Louis XIV a 22 ans. Il règne sur la France depuis la mort de Mazarin, l'année précédente. Il est jeune, beau, plein d'ambition, et il vient d'épouser Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. Ce mariage a été négocié pendant des années. Il scelle la paix entre la France et l'Espagne après des décennies de guerre. C'est un triomphe diplomatique, mais ce n'est pas un mariage d'amour. Marie-Thérèse est pieuse, timide, effacée. Elle parle à peine le français. Elle passe ses journées en prière et en dévotion. Louis la respecte. Il fait son devoir conjugal. Elle lui donnera 6 enfants, dont 5 mourront en bas âge. Un seul survivra, Louis de France, le grand dauphin. Mais très vite, Louis XIV s'ennuie. Il cherche ailleurs ce que son mariage ne lui offre pas. La passion, l'excitation, la complicité intellectuelle. Et il la trouve dans les bras d'autres femmes. La première est Louise de La Vallière. Elle a 17 ans quand le roi la remarque, en 1661.
Elle est fille d'honneur de madame, belle-sœur du roi. Louise est tout le contraire de Marie-Thérèse. Elle est jeune, fraîche, sincère. Elle aime le roi avec une dévotion absolue, presque naïve. Lui est ébloui par sa simplicité, sa douceur, sa beauté naturelle. Leur liaison dure 7 ans. Et de cette liaison naissent 4 enfants. Le premier, Charles de la Vallière, naît en 1663. Il meurt à l'âge de 3 ans. La deuxième, Philippe de la Vallière, meurt quelques mois après sa naissance. Puis naît Marie-Anne en 1666. Elle survivra. Et enfin, Louis de la Vallière, comte de Vermandois, né en 1667. Ces enfants naissent dans le secret le plus total. Ils sont confiés à une gouvernante discrète, Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, une femme de 35 ans, sans fortune, mais d'une intelligence remarquable. Elle élève ses enfants royaux dans un hôtel particulier de la rue de Vaugirard, à Paris, loin de Versailles, loin des regards, loin de tout. Imaginez la scène, des chambres modestes, presque austères, des berceaux sans armoirie royale, des serviteurs qui ont juré le silence, et Madame Scarron, cette femme au visage sévère mais aux mains douces, qui veille sur ces princes de l'ombre. Elle leur apprend à lire, à écrire, à prier. Elle leur enseigne les bonnes manières, mais elle ne leur dit jamais qui est leur père. Les ordres sont clairs, personne ne doit savoir, personne ne doit poser de questions. Ces enfants n'existent pas officiellement, ils n'ont pas de nom de famille, pas de titre, pas de droit. Ils sont les fantômes vivants de la passion du roi. Et pourtant, Louis XIV les visite, discrètement, la nuit parfois. Il arrive en carrosse anonyme, descend dans la cour sombre, monte les escaliers. Il entre dans les chambres où dorment ses enfants cachés. Il les regarde, il les embrasse, puis il repart avant l'aube. Madame Scarron écrira plus tard, des années après ces événements. « J'ai élevé des princes dans l'ombre, comme si leur sang n'existait pas. J'ai vu le roi pleurer en silence, devant le berceau de son fils. J'ai vu la grandeur de la France humiliée par l'amour. Mais cette situation ne peut pas durer éternellement, parce qu'en 1667, tout bascule. Une nouvelle femme entre dans la vie du roi. Une femme plus belle, plus brillante, plus ambitieuse que Louise de la Vallière. Une femme qui va tout changer. Son nom est Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart. Elle est mariée, et elle est mariée au marquis de Montespan. Elle est dame d'honneur de la reine. Et elle est d'une beauté éblouissante. Blonde, aux yeux bleus perçants, à l'esprit vif et mordant, elle fascine la cour entière. Et elle fascine le roi. Leur liaison commence en 1667. C'est un scandale, parce que cette fois, Louis XIV ne cherche même plus à cacher sa relation. Madame de Montespan devient sa maîtresse officielle. Elle s'installe à Versailles. Elle a ses appartements, ses domestiques, son train de vie royal. Le marquis de Montespan, son mari légitime, est chassé de la cour. Louise de la Vallière, humiliée, brisée, continue de vivre à Versailles comme une ombre. Elle assiste, impuissante, à son propre remplacement. Et de cette nouvelle liaison naissent 7 enfants. 7. Entre 1669 et 1681, Madame de Montespan donne au roi 7 enfants illégitimes. C'est un record, une démonstration de fertilité qui choque même les courtisans les plus habitués aux frasques royales. Ces enfants aussi naissent dans le secret. Ils sont confiés à la même gouvernante, Madame Scarron, qui désormais élève une véritable tribu de bâtards royaux. Certains meurent en bas âge, mais 6 survivent, et ces 6-là vont changer l'histoire de France. Les premiers enfants de Madame de Montespan naissent dans des conditions rocambolesques. En 1669, elle accouche d'un premier fils, Louis-Auguste, puis en 1670, d'un second, Louis César. Les 2 garçons sont immédiatement enlevés de leur berceau et transportés en secret chez Madame Scarron. Personne à la cour ne doit savoir. La grossesse de Madame de Montespan a été cachée sous des robes amples, des retraites stratégiques à la campagne, des mensonges organisés. Mais en 1673, tout change. Louis XIV prend une décision qui va choquer la France entière. Il décide de légitimer publiquement ses enfants illégitimes. Par des lettres patentes enregistrées au Parlement de Paris, il leur donne officiellement le nom de Bourbon. Il leur accorde des titres, des armoiries, des rangs à la cour.
Louis-Auguste devient duc du Maine. Louis-César devient comte de Vexin. Les filles qui naîtront ensuite porteront le titre de mademoiselle de Blois ou de Nantes. C'est un acte révolutionnaire. Jamais un roi de France n'a légitimé autant d'enfants naturels. Jamais un monarque n'a osé transformer ses bâtards en princes du sang. Les précédents existent, certes. Henri IV a légitimé certains de ses enfants illégitimes, mais jamais à cette échelle, jamais avec cette audace. À Versailles, la nouvelle tombe comme une bombe. Les princes légitimes sont scandalisés. Les ducs et pairs du royaume protestent. Comment des bâtards peuvent-ils porter le nom sacré de Bourbon? Comment peuvent-ils prétendre à des rangs qui appartiennent de droit aux descendants légitimes de Saint-Louis? Le duc de Saint-Simon, ce chroniqueur impitoyable de la cour de Versailles, écrira dans ses mémoires « Le roi élève ses bâtards au-dessus des princes du sang. C'est une monstruosité qui blesse toutes les lois du royaume. C'est un affront à Dieu et aux hommes. Mais personne n'ose protester ouvertement, parce que le roi est le roi. Et Saint-Simon a raison. Personne n'ose contredire Louis XIV, parce qu'en 1673, le roi Soleil est au sommet de sa gloire. Il vient de conquérir la Franche-Comté. Il a humilié la Hollande. Il construit Versailles, ce palais qui va devenir le symbole de la grandeur française. Il est le monarque absolu, le roi de droit divin, celui qui ne rend de compte qu'à Dieu. Mais pourquoi fait-il cela? Pourquoi prend-il le risque de légitimer ses bâtards? Agit-il par amour paternel, par culpabilité ou par calcul politique? La réponse est complexe. Louis XIV aime certains de ses enfants naturels. Il aime profondément le duc du Maine, ce petit garçon boiteux qui le touche par sa fragilité. Il aime ses filles, ces petites princesses qu'il voit grandir dans l'ombre. Mais il n'est pas qu'un père aimant. Il est aussi un stratège impitoyable. En légitimant ses bâtards, Louis crée une nouvelle noblesse. Une noblesse qui ne doit rien aux grandes familles traditionnelles. Une noblesse qui lui doit tout. Ses enfants naturels deviennent ses créatures, ses instruments, ses pions sur l'échiquier du pouvoir. Il peut les marier à qui il veut, les placer où il veut, les utiliser pour contrebalancer les ambitions des princes légitimes, toujours promptes à contester son autorité. C'est un coup de génie politique, et c'est aussi une violence terrible infligée à ses propres enfants, parce qu'en les légitimant, Louis leur donne tout et rien à la fois. Il leur donne des titres, mais pas la légitimité véritable. Il leur donne des rangs, mais pas le respect. Il leur donne le nom de Bourbon, mais tout le monde sait qu'ils restent des bâtards. Pendant ce temps, dans l'hôtel particulier de la rue de Vaugirard, Madame Scarron continue d'élever cette tribu royale. Elle est désormais responsable de 8 enfants, 4 de Louise de Lavallière, 4 de Madame de Montespan. Certains sont malades. Le comte de Vexin, deuxième fils de Montespan, est frêle, souvent fiévreux. Il mourra en 1683, à l'âge de 11 ans. Madame Scarron écrit au roi des lettres détaillées sur l'éducation de ses enfants. Elle raconte leurs progrès, leurs maladies, leurs caprices. Et Louis lit ces lettres avec attention. Il s'intéresse sincèrement au sort de sa progéniture cachée. Il donne des ordres précis sur leur éducation. Il veut qu'ils apprennent le latin, l'histoire, les mathématiques. Il veut qu'ils deviennent des princes dignes de leur sang, même si ce sang est illégitime. Et quelque chose d'étrange se produit. Louis XIV développe une relation particulière avec Madame Scarron. Cette femme austère, pieuse, intelligente, l'impressionne. Elle élève ses bâtards avec dévouement, sans jamais demander de récompense. Elle ne cherche pas à profiter de la situation. Elle ne joue pas les intrigantes. Elle fait simplement son devoir avec une dignité remarquable. En 1674, Louise de Lavallière, brisée par l'humiliation et le chagrin, prend une décision radicale. Elle quitte Versailles et se retire au couvent des Carmélites de Paris. Elle prononce ses vœux et devient sœur Louise de la Miséricorde. Elle y restera jusqu'à sa mort, 36 ans plus tard, en 1710. Elle ne reverra jamais ses enfants. Sa sortie de scène laisse le champ libre à Madame de Montespan, mais même elle, la brillante, l'ambitieuse, l'éblouissante Athénaïs, commence à sentir que son règne touche à sa fin, parce qu'en 1675, Louis XIV se rapproche de plus en plus de Madame Scarron. Il lui rend visite souvent. Il discute avec elle pendant des heures. Il apprécie sa conversation, sa sagesse, sa piété.
Et en 1681, après la mort de la reine Marie-Thérèse, une rumeur commence à circuler à Versailles. Une rumeur incroyable, presque invraisemblable. Le roi aurait épousé secrètement Madame Scarron, désormais marquise de Maintenon, un mariage morganatique, célébré dans la chapelle royale, en présence de quelques témoins triés sur le volet. Un mariage qui ne sera jamais officialisé, mais que tout le monde soupçonne. Madame de Maintenon devient donc l'épouse secrète du roi. Mais contrairement à Madame de Montespan, elle ne cherche pas la gloire ni l'éclat. Elle reste dans l'ombre, discrète, pieuse, influente. Elle ne porte jamais le titre de reine. Elle ne s'assoit jamais sur le trône. Mais elle règne sur le cœur vieillissant de Louis XIV. Et surtout, elle règne sur l'éducation de ses enfants illégitimes, qu'elle a élevés depuis leur naissance. Le duc du Maine, en particulier, devient son projet personnel. Louis-Auguste est né avec une malformation à la jambe droite. Il boite depuis l'enfance. Madame de Maintenon le fait soigner par les meilleurs médecins. Elle l'emmène même aux eaux thermales de Barèges, dans les Pyrénées, où il passe plusieurs étés à suivre des traitements douloureux. Elle veille sur lui avec une dévotion maternelle. Et Louis XIV, touché par cette fragilité, en fait son enfant préféré. Le duc du Maine reçoit une éducation princière. Il étudie avec les meilleurs précepteurs. Il apprend le latin, le grec, l'histoire, la philosophie, l'art militaire. À 16 ans, il commande déjà un régiment. À 20 ans, il est nommé gouverneur du Languedoc, l'une des plus importantes provinces de France. À 30 ans, il est surintendant de l'éducation du grand dauphin, fils légitime du roi. C'est une fonction extraordinaire pour un bâtard. Louis XIV accumule sur lui les honneurs, les titres, les richesses. Il lui donne le château de Sceaux, un domaine magnifique près de Paris. Il lui accorde une pension royale considérable. Il le fait prince du sang en 1694, lui donnant ainsi le droit de succéder au trône en cas d'extinction de la lignée légitime. Mais cette faveur écrasante crée des jalousies féroces. Les princes légitimes détestent le duc du Maine. Ils voient en lui un usurpateur, un parasite qui profite de la faiblesse sentimentale du roi. Le duc d'Orléans, petit-fils de Louis XIII et neveu du roi, le méprise ouvertement. Le duc de Bourbon, prince du sang, refuse de lui céder le pas lors des cérémonies officielles. Saint-Simon, encore lui, écrit avec une haine viscérale « Le duc du Maine est un monstre d'orgueil et de lâcheté. Il doit tout à la faiblesse du roi et à l'ambition de Madame de Maintenon. Il n'a aucun mérite personnel. Sa naissance le condamne. Et pourtant, il ose prétendre au rang des princes légitimes. » Le frère cadet du duc du Maine, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, suit un chemin différent. Lui aussi est légitimé en 1686, mais contrairement à son frère, il ne cherche pas les honneurs de la cour. Il choisit la carrière militaire. Il devient marin, commande des escadres, remporte des victoires navales. En 1704, il est nommé amiral de France. Il est respecté pour son courage, sa compétence, sa discrétion. Il ne joue pas les intrigants. Il sert le roi et la France avec dignité. Les filles légitimées, elles, sont utilisées comme monnaie d'échange dans les jeux dynastiques du roi. Louise Françoise de Bourbon, née en 1673, est mariée en 1685 au duc de Bourbon, prince du sang. Elle a 12 ans, lui en a 19. C'est un mariage forcé, destiné à réconcilier la branche légitime des Bourbons avec les bâtards légitimés. Françoise-Marie de Bourbon, née en 1677, est mariée en 1692 au duc d'Orléans, neveu du roi et futur régent de France. Elle a 15 ans, lui en a 18. Lui non plus ne veut pas de ce mariage. Il est amoureux d'une autre femme, mais on ne refuse pas un ordre du roi. Ces mariages créent des tensions familiales incroyables. Imaginez la scène, des princes du sang obligés d'épouser les filles illégitimes du roi, des bâtardes qui deviennent princesses, des femmes nées hors mariage qui portent la couronne ducale. C'est un bouleversement complet de l'ordre social et dynastique. Mais tous les enfants illégitimes de Louis XIV ne connaissent pas ces destins glorieux. Certains meurent jeunes, d'autres disparaissent mystérieusement. Louis de La Vallière, comte de Vermandois, fils de Louise de La Vallière, meurt en 1683, à l'âge de 16 ans. Les circonstances de sa mort restent troubles. Selon certaines sources,
Il aurait été disgracié pour avoir eu une liaison homosexuelle avec le fils du grand Condé. Le roi, furieux, l'aurait exilé. Il serait mort peu après, peut-être empoisonné, peut-être de maladie. Mademoiselle de Blois, première fille de Montespan, meurt à l'âge de 6 ans en 1681. Le comte de Vexin, comme je l'ai déjà mentionné, meurt à 11 ans en 1683. Ces morts d'enfants, si fréquentes à l'époque, frappent aussi les bâtards royaux. Même le sang du roi ne protège pas contre la maladie. Et puis, il y a les rumeurs. Les enfants dont on ne parle jamais officiellement. Des naissances cachées, jamais enregistrées, jamais légitimées. Des bébés morts à la naissance ou quelques mois après. Des grossesses dissimulées, des accouchements secrets. Madame de Montespan aurait eu au moins un autre enfant qui n'a pas survécu. D'autres maîtresses du roi auraient également donné naissance à des bâtards jamais reconnus. La cour de Versailles bruisse de ces rumeurs. On chuchote dans les couloirs, on échange des regards entendus. Mais personne n'ose poser de questions ouvertes, parce que le roi ne tolère aucune impertinence sur ce sujet. Sa vie privée est sacrée. Ses décisions sont incontestables. En 1700, Louis XIV a 62 ans. Il règne depuis 57 ans. Il a survécu à sa femme, à son fils, le grand dauphin, qui mourra en 1711, à ses petits-enfants. Il vieillit. Il souffre de la goutte, de maux de dents, d'infections diverses, et il commence à penser à sa succession. En 1714, Louis XIV a 76 ans. Il sent que sa fin approche. Ses jambes sont couvertes d'ulcères. Il souffre constamment. Il mange peu. Il dort mal. Mais son esprit reste vif. Et il prend une décision qui va déclencher une crise dynastique majeure après sa mort. En août 1714, quelques semaines avant de mourir, Louis rédige son testament, un document secret, scellé, déposé au Parlement de Paris. Dans ce testament, il modifie radicalement l'ordre de succession. Il donne au duc du Maine et au comte de Toulouse le rang de prince du sang à part entière. Il leur accorde le droit de succéder à la couronne si la lignée légitime s'éteint. Et surtout, il nomme le duc du Maine co-régent du royaume, aux côtés du duc d'Orléans, pour assurer la minorité du futur Louis XV, alors âgé de 5 ans. C'est un coup de tonnerre, un affront direct au prince légitime, une violation flagrante des lois fondamentales du royaume. Parce que selon ces lois, les bâtards, même légitimés, ne peuvent jamais hériter de la couronne. Le trône de France se transmet par le sang légitime, de mâle en mâle, selon la loi salique. Les bâtards n'ont aucun droit dynastique, mais Louis XIV s'en moque. Il est le roi, sa volonté est loi, et il veut assurer l'avenir de ses enfants illégitimes, particulièrement du duc du Maine, son préféré. Il sait que le duc d'Orléans, futur régent, déteste le duc du Maine. Il sait que les princes légitimes vont tout faire pour abaisser les bâtards après sa mort. Alors il leur donne, par testament, des droits inattaquables. Du moins, il l'espère. Le 1er septembre 1715, à 8 heures du matin, Louis XIV meurt à Versailles. Il a régné 72 ans, le règne le plus long de l'histoire de France. Sa dépouille est transportée à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois. Toute la France est en deuil, les cloches sonnent dans toutes les églises. Les courtisans portent le noir pendant des mois. Mais à peine le roi est-il mort que la bataille commence. Le duc d'Orléans, neveu du défunt, refuse catégoriquement de partager la régence avec le duc du Maine. Il convoque le Parlement de Paris 2 jours après la mort du roi. Il fait casser le testament. Les parlementaires, trop heureux de reprendre du pouvoir après des décennies d'absolutisme royal, votent massivement en faveur du duc d'Orléans. Le testament est annulé. Le duc d'Orléans devient régent unique. Le duc du Maine perd son droit de co-régence. C'est une humiliation publique. Le fils préféré du roi Soleil, celui qui a été comblé d'honneur pendant 40 ans, se retrouve soudain sans pouvoir. Mais ce n'est que le début. En 1718, le duc d'Orléans va plus loin. Il fait adopter par le Parlement un édit qui retire aux bâtards légitimés leur rang de prince du sang. Ils conservent leur titre de duc du Maine et comte de Toulouse. Ils gardent leur fortune, leur château, leur pension, mais ils perdent leurs droits dynastiques. Ils redeviennent ce qu'ils ont toujours été, des bâtards. Le duc du Maine est anéanti. Toute sa vie, il a cru qu'il était un véritable prince. Il a été élevé comme tel, traité comme tel. Il a commandé des armées, gouverné des provinces, éduqué le dauphin. Et maintenant,
3 ans après la mort de son père, on lui dit qu'il n'est rien, qu'il n'a jamais été rien, que son sang est impur, que sa naissance le condamne. Saint-Simon, témoin de cette chute, écrit avec une satisfaction cruelle « Le duc du Maine a été rabaissé à son véritable rang. Il n'est plus qu'un bâtard parmi d'autres. La mort du roi a révélé ce que tout le monde savait déjà. On ne peut pas effacer le péché originel d'une naissance illégitime. Peu importe les titres, les honneurs, les richesses, un bâtard reste un bâtard. Le duc du Maine se retire dans son château de Sceaux. Il y vit encore 28 ans, jusqu'à sa mort en 1736. Il ne revient presque jamais à Versailles. Il organise dans son château des fêtes somptueuses, des représentations théâtrales, des concerts. Il entoure sa défaite d'une façade de grandeur. Mais au fond, il est brisé. Il a perdu la seule chose qui comptait vraiment pour lui, la reconnaissance de son rang. Son frère, le comte de Toulouse, réagit différemment. Lui n'a jamais cherché le pouvoir politique. Il accepte la déchéance avec dignité. Il continue sa carrière militaire. Il reste respecté à la cour. Et en 1723, fait exceptionnel, le régent lui redonne partiellement son rang de prince du sang, en reconnaissance de ses services à la France. Ses descendants garderont ce privilège. Les filles légitimées, elles, vivent des destins contrastés. Louise Françoise de Bourbon, duchesse de Bourbon, devient une figure importante de la régence. Elle intrigue, complote, cherche à placer son fils sur le trône si la lignée principale s'éteint. Françoise-Marie de Bourbon, duchesse d'Orléans, voit son mari devenir régent de France. Elle devient de facto la première dame du royaume, même si elle n'est pas reine. L'ironie est savoureuse. La fille bâtarde du roi règne sur Versailles, tandis que les descendants légitimes sont encore enfants. Mais au-delà de ces destins individuels, une question demeure. Quel est le véritable héritage de ces enfants illégitimes du roi Soleil ? L'héritage des enfants illégitimes de Louis XIV dépasse largement leur vie personnelle, parce que leurs descendants vont marquer l'histoire de France et d'Europe pendant plus de 2 siècles. Et cette réalité, les historiens officiels ont longtemps cherché à la minimiser, à l'effacer, à la rendre invisible. Prenons les chiffres. Le duc du Maine a eu 7 enfants. Le comte de Toulouse en a eu 3. Louise Françoise de Bourbon, duchesse de Bourbon, en a eu 9. Françoise-Marie de Bourbon, duchesse d'Orléans, en a eu 8. Ces enfants se marient dans les plus grandes familles d'Europe. Ils ont eux-mêmes des enfants. Et ainsi de suite, génération après génération. En 1830, quand Louis-Philippe monte sur le trône de France, il descend directement de Françoise-Marie de Bourbon, la fille illégitime de Louis XIV et de Madame de Montespan. Le roi des Français, celui qui règne de 1830 à 1848, porte dans ses veines le sang d'une bâtarde. C'est une vérité que la monarchie de Juillet préfère ne pas trop rappeler, mais c'est une vérité indéniable. Les descendants du comte de Toulouse deviennent les ducs de Penthièvre, puis prennent le nom de prince d'Orléans-Penthièvre. Leur lignée s'éteint au XIXe siècle, mais pendant 150 ans, ils ont été parmi les familles les plus riches et les plus influentes de France. Les descendants du duc du Maine s'éteignent plus rapidement. Le dernier duc du Maine meurt en 1775 sans héritier mâle. Mais ses filles se sont mariées dans l'aristocratie européenne. Leur sang se dilue, se disperse, mais ne disparaît jamais complètement. Et puis il y a tous les autres. Les enfants morts jeunes, les bâtards jamais légitimés, ceux dont on ne parle pas dans les livres d'histoire. Combien étaient-ils vraiment ? 14 ? 15 ? 20 ? Personne ne le sait avec certitude. Les archives ont été épurées. Les documents compromettants ont été détruits. L'Église et la monarchie ont tout fait pour effacer ces traces embarrassantes. Pourquoi cette censure ? Pourquoi cette volonté d'oublier ? Parce que les enfants illégitimes du roi révèlent une faille dans le système monarchique français. Ils montrent que le roi, censé être le lieutenant de Dieu sur terre, est aussi un homme avec ses faiblesses, ses passions, ses péchés. Ils prouvent que la grandeur n'efface pas la fragilité humaine. Louis XIV a construit Versailles, ce symbole écrasant de pouvoir absolu. Il a conquis l'Europe, imposé la langue française, comme langue diplomatique universelle, fait de la France la première puissance du continent. Il a incarné la majesté, la gloire, la grandeur. Mais dans l'intimité de ses appartements privés, il n'était qu'un homme qui aimait des femmes, qui engendrait des enfants, qui se débattait avec sa conscience et ses désirs, et ses enfants illégitimes,
qu'ils soient légitimés ou oubliés, racontent cette histoire cachée. Ils sont les témoins silencieux de la double vie du roi Soleil. La vie publique, éclatante, officielle, célébrée dans les tableaux, les statuts, les chroniques, et la vie privée, secrète, complexe, troublante. Madame de Maintenon, dans ces dernières années, a écrit une lettre à une amie. Elle y parle des enfants qu'elle a élevés. Elle dit « Le roi leur a donné tout ce qu'un roi peut donner, des titres, des fortunes, des alliances, mais il ne pouvait leur donner ce que Dieu seul accorde, la légitimité du sang et la paix de l'âme. Ces enfants ont vécu entre deux mondes, ni tout à fait prince, ni tout à fait anonyme. Cette condition est un fardeau terrible. » Et elle a raison. Le duc du Maine, malgré tous ses honneurs, n'a jamais été pleinement accepté par les princes légitimes. Le comte de Toulouse, malgré son courage militaire, a toujours porté le poids de sa naissance. Les filles légitimées, malgré leur mariage princier, ont été regardées avec mépris par une partie de la cour. Mais en même temps, ces enfants ont eu des privilèges extraordinaires. Ils ont vécu à Versailles. Ils ont été éduqués par les meilleurs précepteurs. Ils ont commandé des armées, gouverné des provinces, organisé des fêtes somptueuses. Ils ont eu accès au pouvoir, à la richesse, à la gloire. Des milliers d'autres bâtards, nés dans la pauvreté, n'ont jamais eu ces chances. Alors, quelle est la vérité sur les enfants illégitimes du roi Soleil? La vérité, c'est qu'ils incarnent toutes les contradictions de leur époque. Une époque où la morale chrétienne condamnait l'adultère, mais où le roi pouvait se permettre d'avoir des maîtresses officielles. Une époque où les lois interdisaient aux bâtards d'hériter, mais où le monarque absolu pouvait les légitimer par un simple édit. Une époque où la propagande royale célébrait la grandeur divine du roi, mais où la réalité humaine était bien plus complexe. Ces enfants nous rappellent que l'histoire n'est jamais simple, qu'elle n'est jamais uniquement faite de grandes batailles et de traités diplomatiques, qu'elle est aussi faite de passions, de secrets, de décisions intimes qui ont des conséquences publiques, qu'elle est faite d'hommes et de femmes qui aiment, qui souffrent, qui espèrent, qui se trompent. Louis XIV est mort il y a plus de 300 ans. Son règne glorieux appartient au livre d'histoire. Mais ses enfants illégitimes, eux, nous parlent encore aujourd'hui. Ils nous disent qu'aucune grandeur ne peut effacer notre humanité, que même les rois les plus puissants restent des hommes, et que derrière chaque façade de majesté, il y a toujours des vies cachées, des vérités interdites, des histoires qui méritent d'être racontées. Dans les jardins de Versailles, aujourd'hui, des millions de touristes se promènent chaque année. Ils admirent les fontaines, les statues, les perspectives parfaites. Ils photographient le château, symbole éternel de la grandeur française. Mais combien d'entre eux savent que dans ces mêmes allées, il y a plus de 300 ans, des enfants royaux marchaient en silence, portant le poids d'un secret d'État? Combien savent que le roi Soleil, ce monarque absolu, cachait dans l'ombre de sa gloire une vérité que personne ne devait connaître? Cette vérité, vous la connaissez maintenant, et elle ne s'effacera plus.